Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Dire que la société belge n'est plus raciste, qu'on est passé à autre chose et que finalement les actes racistes sont des éléments isolés provenant d'individus peu éduqués, c'est une fiction. C'est le point de vue que l'on va développer dans notre émission ce soir avec la sociologue Sarah Demar. On va notamment parler du racisme institutionnalisé qui a d'ailleurs été dénoncé il y a quelques mois encore dans un rapport des Nations Unies sur la Belgique. Mais avant ça, on va continuer à entendre les témoignages d'Aurore, d'Harmonie, de Sharon et de Naofel. La semaine passée déjà, on leur avait tendu notre micro pour qu'ils et elles nous partagent leurs expériences du racisme aujourd'hui en 2026. Si vous l'avez raté, je vous invite à vous replonger dans l'émission de la semaine passée, mais pas d'inquiétude, vous pouvez aussi prendre l'échange en cours aujourd'hui. On laisse tout de suite la parole à Sharon qui nous explique qu'il y a différents types de racisme, qu'elle n'est peut-être pas la plus à plaindre, mais que ce n'est pas pour ça qu'elle n'en souffre pas. Et c'est toujours Pierre Skonbrod, notre collègue journaliste vidéaste, qui mène les entretiens. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Je pense que chaque racisme est particulier et que en tant que juive, je ne vis pas les mêmes discriminations que les personnes racisées. Parce que, voilà, c'est pas le même racisme, c'est pas pour ça que j'en souffre pas. Mais il se fait que moi, j'ai toujours eu des amis de plein d'origines et notamment pas mal de Marocains. Je vous raconterai peut-être ma vie à un moment, mais justement, ça se voit pas, mais je suis aussi marocaine. Donc, et j'ai été sensibilisée au racisme quand j'avais la vingtaine et que je suis allée à une fête avec un ami qui, lui, était invité et qui était arrêté à la porte par le videur qui lui a dit que c'était une soirée privée, qu'il ne pouvait pas rentrer. Et moi, je n'ai pas compris parce qu'en fait, je n'étais pas invitée à la soirée. C'est lui qui était invité à la soirée. Et moi, j'ai commencé à partir j'étais révoltée. Et mon pote m'a dit non, mais laisse tomber, va appeler Sophie, rentre, va appeler Sophie. Et moi, je voulais plus rentrer à cette soirée, j'étais dégoûtée. Et donc, c'est ça aussi, en fait. C'est, ce que je voulais dire, c'est que je vis pas exactement la même chose. Il faut pouvoir le reconnaître aussi. Mais il y a aussi des choses qu'il faut pouvoir reconnaître sur le racisme qui vise les juifs et qui n'est pas toujours facile à vivre et qu'on aime bien minimiser, mais c'est pas toujours simple. Le racisme, c'est racisme. Il y a voilà, pas de... mais j'ai déjà dû en entretien d'embauche donner mes positions par rapport au conflit israélo-palestinien en entretien d'embauche. Donc ça, je pense que on demande pas ça à tout le monde. Ça pose question. Bon, après, ça pouvait se justifier parce que c'était dans une ONG, que bon. Mais voilà, j'ai jamais été discriminée au logement. J'ai travaillé dans une association qui aidait les réfugiés à s'installer en Belgique. Et ces gens cumulaient le fait que non seulement ils étaient étrangers ou en tout cas nouveaux Belges où ils venaient de débarquer, oui. Mais en plus de ça, ils avaient un revenu du CPS, donc ils étaient doublement discriminés sur le marché du logement. Et clairement, moi je vois partout où j'ai travaillé cette histoire de plafond de verre où effectivement on peut voir qu'à un certain niveau il y a des gens de toutes les origines, mais qu'au niveau de pouvoir ça s'arrête un peu. Il ne reste plus que des belgo-belges, des blancs, et ça c'est quand même assez clair et visible pour tout le monde. Et moi je ne peux pas dire que je vis cette discrimination-là. Donc il faut être aussi pouvoir bien comprendre les différents racismes et pouvoir lutter ensemble en fait. Oui.
Je voudrais, avant de vous redonner la parole, laisser la place à Songchim Courrier qui précisément vit les choses un peu comme tu l'as très bien exprimé, Sharon. Contestant une des décisions de son supérieur hiérarchique, elle se fait attraper par le bras et hurler dessus. « Tu vas m'écouter, Ching Chang Chong. Je me suis dit que le problème, ce n'était pas lui, mais bien le fait que tout le monde pardonne ça sous couvert d'humour. » Ce qui m'embête quand je dénonce le racisme anti-asiatique, c'est qu'on me dise « t'es pas la plus à plaindre, t'es pas noir ou arabe ». Alors certes, mais c'est un processus de silenciation qui vise à mettre en concurrence des gens opprimés au lieu de dire que les dominants font ce qu'ils veulent, regrette la journaliste. Donc oui, c'est vrai, tous les racismes ne se valent pas, mais on aurait peut-être tort de les opposer ou de les minimiser les uns les autres, puisque les mécaniques sont les mêmes. Et donne d'ailleurs une sale impression de la société dans laquelle on vit. En tout cas, c'est moi ce que je me dis quand je vous écoute. J'ai lu l'histoire d'Angela. Enfin, il y a des activistes américaines qui expliquaient que quand il y avait les civil rights aux États-Unis, à un moment donné, les hommes blancs avaient tout le pouvoir, et puis à un moment donné, les hommes blancs étaient prêts à prendre des hommes noirs avant les femmes blanches. Donc ils se sont retrouvés. Donc ce que tu dis, c'est que la discrimination, tu la ressens. Donc les femmes blanches subissaient des discriminations. On préférait encore engager quelques hommes noirs plutôt que d'engager des femmes dans des entreprises. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la discrimination est invisible. Je pense même qu'elle est d'autant plus difficile à justifier que si moi je dis on m'a pas pris parce que je suis noire, je sais encore un petit peu. Si toi tu te dis on m'a pas pris parce que je suis juive, ils vont dire comment ils ont su. Enfin, de toute façon, il manque. En fait, le racisme et la discrimination, c'est tellement sournois que. Va expliquer. Et la plupart des gens, comme ton ami t'a dit, moi c'est ce que je dis tout le temps à mes copines, allez, lâche l'affaire. Essaye de te dire, on va aller boire un verre. On essaye de ne pas... Parce qu'aller au front, ça demande l'énergie, ça demande tellement d'énergie d'aller se battre, si tu veux. Il y a une envie d'aller vers la lumière, et pas tout le temps d'être dans ce truc que tu gardes en toi, de colère, et qui c'est fatigant. Et qui est tellement compréhensible. C'est fatigant. Surtout que moi, je trouve qu'aujourd'hui, le racisme, ils n'ont pas d'excuses. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, les médias, la télé, bon, même si les médias ont tendance à biaiser le truc quand il s'agit de montrer les autres. Mais pour moi, ils n'ont pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Ça fait combien d'années qu'on vit ensemble ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? T'as peur de quoi ? Tu me connais Pour moi, il n'y a plus d'excuses. En tout cas, aujourd'hui, en 2026, avec Internet, les réseaux sociaux, comment est-ce que tu peux rester ? Quelle excuse pour rester raciste ? En fait, tu te dis fatigué Tu t'es dit fatigué. Blasé, fatigué, c'est-à-dire qu'on rentre plus dans le frontal. Il y a des fois on réagit pas ou plus. Mais après, moi, c'est peut-être la crise de la quarantaine, j'en sais rien. Mais ces dernières années, ces derniers mois, je regrette parfois de ne pas avoir réagi a posteriori, et je me dis mais purée, mais en fait là le truc qu'il m'a dit, mais c'était hard quoi, et pourquoi et en fait parfois c'est tellement gros que au moment où ça arrive tu réagis pas, et puis après ça passe, et puis tu reviens dessus en racontant à quelqu'un ou un truc, et puis tu te dis mais en fait purée, mais en fait j'aurais dû réagir, tu vois. Mais c'est des trucs quotidiens, hein. On en parlait tout à l'heure en se présentant, on en a à l'appel les anecdotes, tu vois. Et en fait, j'essaie même de qualifier ou j'essaie d'identifier cette sorte de racisme-là. Parce qu'en fait, finalement, tu vois, c'est des gens que tu côtoies tous les jours, que tu connais bien, qui te connaissent. Et puis, mais en fait, qui sont pleins d'a priori malgré eux, quoi.
et parce que finalement ils te connaissent sans te connaître, parce qu'il y a des trucs de toi que tu gardes privé, comme par exemple on parle pas de religion tous les jours, tu vois, mais alors du coup la seule manière de connaître ce qui est en toi, c'est via les médias, les réseaux sociaux et tout. Donc finalement s'appuyer trop là-dessus pour se dire que ok, ils sont censés connaître, moi je ferais pas trop confiance aux médias par rapport à ce qu'ils véhiculent comme info, tu vois. C'était juste pour dire que il y a de tout, il y a de tout sur internet, il y a des vlogs, il y a des gens qui ont voyagé et qui filment H24 leur voyage. Oui, on n'est plus au temps des colonies où le seul truc qu'on voyait, c'était le lointain, le sauvage. Combien de documentaires il y a sur l'Afrique, sur l'Asie, sur combien de vidéos il y a sur YouTube. Tout est question d'algorithme aujourd'hui. Réellement, sans rentrer dans le complotisme, loin de là mon intention, mais je pense que tout est question d'algorithme. Et je pense que finalement, les réseaux aujourd'hui rendent la société très polarisée. Et effectivement, peut-être que nous, dans nos algos, on a du contenu riche et ouvert et diversifié, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, quoi. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a malheureusement aussi une immense quantité de contenu poubelle qui pousse plutôt vers la polarisation. Et on le voit à chaque élection, avec la montée des extrêmes, etc. Et c'est moi, je suis pas rassuré par rapport à ça, et comme j'ai commencé tout à l'heure en disant que voilà, en fait, je suis même plus, j'ai plus d'espoir par rapport à tout ça. Moi, je suis plus en train de regarder ailleurs pour tranquilliser l'esprit, parce que j'ai perdu espoir par rapport à la situation ici. Et voilà. Sharon, pour terminer tout doucement cette émission, on a quand même envie d'aller vers la lumière, comme tu nous le proposais. Ce serait quoi vos stratégies à tous les quatre pour aller vers la lumière et tenter quand même de sortir dans ce que moi j'estime être un peu une impasse pour l'instant, vous écoutant? Alors, moi, je vais donner... En fait, pour moi, tout comme un petit peu Sharon a peur, et toi, tu as parlé de tes futurs enfants ou tes enfants, je ne sais pas si tu en as. Moi, en fait, moi, j'ai toujours dit, on laisse, mais quand c'est mes enfants, je travaille vraiment dessus. Et donc, pour aller vers la lumière, je pense qu'il faut travailler sur l'éducation, si c'est possible d'avoir des cours... dans les écoles. Et donc, moi, dans l'école de mon fils, je proposais régulièrement, maintenant il a 15 ans, il ne veut rien savoir de maman à l'école, mais je proposais des rencontres, des partages. Je donnais une petite vidéo des enfants à l'école rwandaise. Ils se disent, ah oui, ils étudient exactement la même chose, ils ont les maths, ils ont le français, l'anglais, oui, ils parlent 3-4 langues, et nous, on ne parle que français. Donc, j'essaie de montrer... essayer un petit peu de partager autre chose, mais directement auprès. Il faut changer un enfant à la fois. Et ma fille, elle joue souvent avec une copine, et donc j'arrive dans la chambre et il ne joue pas avec la poupée noire. Et donc la petite, elle dit oui, la noire, on ne joue pas avec, elle est moche. Je dis, comment ça, elle est moche? Oui, elle est pas belle. Je dis, comment ça, elle est pas belle? Et donc elle continue. Et donc j'ai dit... parce qu'elle devait jouer tour à tour, et donc la noire, finalement, comme ma fille avait joué avec, l'autre ne voulait pas. Et donc j'ai dit, attends, explique-moi bien. Et donc je lui dis, donc tu veux dire que moi je suis moche? Ah non, mais toi t'es pas moche, t'es belle. Et donc j'ai dit, j'avais peur qu'elle dise non, oui, en effet, oui. Donc elle dit, non, toi t'es belle. J'ai dit, oui, et la maman de Alia qui est dans ta case. Oui, mais elle est belle. Et donc j'aimerais bien comprendre. Et donc elle dit, oui, non, c'est parce que... tel dit que le noir c'est moche comme un caca. Je dis, ah, donc, et toi tu penses quoi? Ah non, mais moi je pense que tu es belle et que la poupée est belle. Et donc l'histoire est conclue là, ici. Donc finalement ils ont joué avec la poupée. Je dis, mais touche les cheveux. Donc c'est une Barbie toute belle, magnifique, voilà. Et donc finalement je me dis, il faut mettre la lumière petit à petit. Quelle patience quand même, Aurore. Ah non, mais mon fils avait reçu à l'école un copain qui a dit macaque, non, au foot. Mon fils marque un but, et au lieu de se réjouir, je vois qu'il pleure vers moi. Donc il dit oui, au moment où je serre la main, il dit macaque. Donc tout le monde dit lâche l'affaire. Pour les enfants, je ne lâche jamais l'affaire, donc j'explique bien c'est quoi un macaque. Donc c'est tonton un tel qui dit, mais est-ce que toi tu trouves
que Thomas, le beau gosse, il est macaque. Non, l'affaire est conclue ici. Donc, travailler un enfant à la fois. Je dis, écoute, la prochaine fois que ton oncle dira, tu diras que tu as un copain Thomas qui est très beau et que, voilà, la lumière, quoi. Une lueur à la fois. Tu arrives, toi, Sharon ? Moi, je suis un peu comme Aurore. Donc, moi, j'ai énormément poussé, mais presque de manière militante, mes enfants à aller vers les autres. Et donc, les deux ont développé des amitiés très fortes avec des enfants de toutes sortes d'origines. Et il se fait que ma mère est marocaine. Et donc, pour moi, c'est un héritage important. Et j'ai éduqué mes enfants aussi dans ce sens-là. Donc, j'ai fait une quête identitaire, je me suis beaucoup questionnée et j'ai été, lire l'histoire. J'ai énormément sensibilisé mes enfants au fait qu'ils avaient plusieurs origines et qu'ils étaient aussi marocains. Et donc, ça... C'est aussi ce qui permet d'avoir un chouette lien en fait dans leur classe. Ils ont tous les deux eu des potes d'origine marocaine et à chaque fois pour moi c'était important parce que justement, et on pourrait dire pourquoi les Marocains, oui, on a tendance un peu souvent à monter les juifs et les musulmans les uns contre les autres. Et je pense que c'est une erreur et pour moi c'est très important d'être dans la rencontre, dans le dialogue et de chérir les choses, les héritages communs qu'on a. Et donc à côté de ça, parce que du coup j'ai rencontré d'autres filles qui avaient un peu les mêmes origines que moi, des juives marocaines, des juives tunisiennes, et donc on a développé un petit groupe et on a l'intention de monter un petit festival juif arabe à Mazir. Bientôt, vous êtes tous les bienvenus. On viendra. Si, à manger. Non, je blague. Il y aura à manger. Naofel, ta lumière, ce serait quoi ? Quitter la Belgique, carrément ? À l'heure actuelle, c'est une des options, effectivement, que je creuse. Parce que voilà, effectivement, je cherche. Si demain une opportunité se présente ailleurs, je pense que j'y réfléchirai pas longtemps, quoi. Donc voilà, après, c'est pas évident de quitter le pays où t'es né, où t'as toute ta famille, où tes enfants ont grandi. Donc voilà, il faut quelque chose de solide pour quitter. Ici, par rapport à la lumière, c'est participer à des projets comme celui-ci, essayer d'éclairer un peu les gens sur qui on est réellement et continuer à espérer qu'il y ait de plus en plus d'initiatives allant dans le sens du vivre ensemble, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de plateaux, il n'y a pas assez de moments de rencontre, etc. Alors voilà, et je pense que ça doit se faire aussi surtout et beaucoup au sein de l'entreprise, et pas spécialement dans les écoles. Les écoles, c'est bien, mais je pense que c'est encore un cadre où on le subit pas encore. C'est du racisme primaire, je pense, à l'école, globalement, qu'on connaît. Ça le noir, ça l'arabe, machin, enfin... Disons qu'il est traité, il est pris en charge, on va dire. Ouais, puis c'est pas peut-être le plus... pas dans l'entreprise, on l'a vu. C'est ça. Et c'est là, via des team building, via plein de choses, quoi. Je pense qu'il y a pas mal d'idées. Mais je pense que le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est un milieu très vicieux. Et parfois volontairement ou pas, hein, mais c'est un milieu qui peut être nocif pour les personnes qu'on dit racisées. Tout le monde n'est pas racisé finalement, on le voit ici autour de la table. Hein, mais voilà, donc... Harmonie, ta lumière à toi ? Moi, il n'y a pas de lumière. Moi, je suis les grilles service. Je veux dire, il n'y a plus d'excuses, comme je disais tout à l'heure. Donc, moi, je suis blasée. Donc je dénonce, j'interpelle. S'il faut taper un peu, je tape un peu. Hein, je payerai l'amende. Hein, mais il n'y a plus d'excuses pour moi. Franchement, je suis dans la blasance. Je suis vraiment dans la blasance. Donc, mais dans la révolte aussi. Ouais, dans la révolte aussi, parce que moi, pendant très longtemps, j'ai rien dit. Je prenais sur moi parce que j'étais fière de mon travail. Je voulais mes thunes, quoi. Maintenant, thune ou pas thune, je te tape un peu. Hein. Je te tape un peu et on se retrouve au tribunal. Je paye mon amende, mais t'auras compris. Ça t'est arrivé ? Non, mais je sens que ça va venir. La pression monte. Ça va venir, là. La pression monte. Elle prépare. J'essaye de mettre un petit peu d'humour dans tout ça, hein, mais moi, je laisse plus passer. Parce qu'une fois de plus, ça fait des années qu'on est ensemble, ça fait des années qu'on traîne ensemble. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Ouais.
Merci beaucoup Naofel, merci beaucoup Aurore et Sharon et Harmonie pour ce moment d'échange. 50 minutes, on aurait pu continuer encore. Et bon courage et bonne continuation à vous. Merci à toi. Merci Pierre. Merci Pierre. 50 minutes, c'est le temps de cet échange entre Pierre Skonbrot, Harmonie, Sharon, Aurore et Naofel. Pour réécouter l'entièreté de leurs témoignages, je vous renvoie au site internet et à la chaîne YouTube du Centre d'Action Laïque ou à vos plateformes d'écoute préférées. On va poursuivre l'émission de ce soir en creusant plus particulièrement la question du racisme institutionnalisé avec Sarah Demar. Elle est sociologue à l'ULB et auteure de la fiction post-raciale belge Antiracisme afrodescendant, féminisme et aspiration décoloniale, publiée aux éditions de l'Université de Bruxelles. On lui a demandé pourquoi le fait de considérer les actes racistes comme des faits isolés, comme un problème interpersonnel plutôt qu'un problème systémique, était problématique. Le fait de considérer que le racisme, finalement, c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose qui est lié soit à la Shoah, soit à la montée de l'extrême droite. Donc c'est vraiment les deux événements majeurs en Europe qui fondent l'histoire d'un antiracisme, là en l'occurrence belgo-belge, mais on pourrait dire blanc. Et on pourra en rediscuter. Ça veut dire qu'on comprend le racisme comme étant quelque chose de l'ordre ou qu'on ne comprend pas, justement comme relevant de l'accident de l'histoire, de l'aberration ou des extrêmes, quelque chose d'un peu d'extrémiste. On n'arrive pas à le penser comme étant quelque chose qui finalement relève plutôt de l'histoire longue, de quelque chose de continu qui a été justifié, normalisé, banalisé à travers tous les secteurs de la société, les universités, la culture, le politique. On peut prendre toutes les sphères et on va voir qu'il y a une histoire en fait du colonialisme et de la race. Et donc du coup, on n'arrive pas à penser le racisme comme quelque chose qui relève de la convention sociale. Et à partir de là, alors toutes nos catégories d'analyse sont biaisées. Et ne nous permettent pas... C'est ce qui permet, par exemple, en 2000... Moi, je le date autour de 2018, où il y a eu plusieurs événements relayés par les médias, les réseaux sociaux, d'actes de racisme anti-noir très explicites. Et à ce moment-là, il y a eu un récit qui a un peu circulé dans les médias, qui était de dire qu'il y a une montée du racisme, où on découvrait un peu le racisme anti-noir. Et donc moi, on m'a souvent posé la question, comment est-ce que vous analysez cette montée en fait, du racisme ? Mais si on remet cette question dans le temps long, ne serait-ce que 1885, même si ce n'est pas le début de l'histoire de l'impérialisme, mais avec la création et l'acquisition du Congo belge par Léopold II, et puis tout ce qui s'en est suivi, de couper les mains pour augmenter la récolte du caoutchouc, les violences sexuelles qui allaient avec, etc., etc. On se dit, est-ce que vraiment on parle de montée de racisme anti-noir ou est-ce qu'on parle d'un réveil, tout d'un coup, chez une certaine partie de la population qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu, qui n'a pas compris. Et alors, ce n'est pas du tout les mêmes types de questions qu'on se pose, ni les mêmes propositions d'explication. Alors, j'ai envie de vous montrer un témoignage. Alors, c'est le témoignage d'Harmonie. Je vais vous laisser écouter Harmonie. Alors, j'ai malheureusement eu un jour une échange avec une collègue. J'étais en train de manger une banane comme une personne normale. Et alors, elle se permet de me dire, écoute, Harmonie, chez nous, on dit que quand on mange une banane, on coule comme un singe. Alors là, je lui dis, écoute, tu devrais peut-être faire attention à tes propos. Elle me dit, ok, sur le moment. Et le lendemain, elle réitère ses propos, mais devant tous les collègues. Et cette fois-ci, en imitant l'animal. Alors, je me dis, on est quand même plus de 20 personnes, peut-être quelqu'un va se lever, va interpeller la personne, lui dire ce que tu dis, c'est pas correct. Ben, figure-toi que pendant près de 10-15 minutes, on avait un échange où c'est de lui faire comprendre en gueulant que ce que tu dis c'est raciste. Personne n'a interpellé la personne. Personne ne s'est dit ce qui se passe là c'est déshumanisant. C'est une humaine qu'on a en face de nous qui est en train d'être lésée. Rien du tout. Aujourd'hui 3 ans, presque 4 ans, il n'y a rien qui s'est passé. On ne m'a jamais proposé une aide psychologique, si je voulais peut-être en parler à quelqu'un, à quel point ça m'impactait. Absolument rien. On est en colère. On est en colère, surtout que moi, j'aimais beaucoup ce travail. J'ai travaillé pendant 3 ans au SPF Mobilité Transport. Et on s'attache à ses collègues. Moi, je suis très sociable, je suis très humaine. Donc, quand j'aime les gens, j'aime les gens. Et tu dis, je me casse, mais je suis pas contente de partir. Je pars parce que j'ai pas le choix, je pars parce qu'on me défend pas, je pars parce qu'on me considère pas.
Mais je ne suis pas contente de partir. On ne tourne pas vraiment la page, puisque même quand tu vas aux autorités et tu te dis, je vais peut-être prendre mon courage à deux mains, je vais porter plainte. Et quand les autorités te regardent droit dans les yeux et te disent « Mademoiselle, c'est votre petite personne contre le fédéral », tu te dis en réalité, vaut mieux que j'avale la pilule que je passe à autre chose, quoi. Il n'y a jamais rien qui sera fait. Alors, j'ai envie de vous faire réagir. Quel est le regard que vous portez sur ce témoignage ? Elle exprime très bien, je pense, ce que beaucoup de personnes vivent en Belgique. Le fait qu'il y a un racisme qui s'est relativement décomplexé, banalisé. Et donc, du coup, que cette question de y aurait un avant, un après, un colonial ou un racial et un post-colonial, post-racial est une fiction. Elle parle de déshumanisation et je pense que c'est important parce que parfois les gens ne comprennent pas bien, mais finalement, le racisme, c'est plus une question de classe sociale, de différents niveaux qui fait que certains sont moins bien traités. Mais dans la question raciale, il y a vraiment quelque chose de très important, c'est ce processus de déshumanisation. L'invention européenne selon laquelle il y aurait différentes races et qui a été renforcée, validée par les scientifiques. C'est vraiment cette idée de classer des humanités. Donc il y a les vrais humains et ceux qui ne le sont pas vraiment, les sous-humanités, les semi-humanités, les choses ou les machines qui sont juste là pour produire de la richesse pour l'Occident. Et donc c'est à ce niveau-là que même si on peut ne pas revendiquer d'un point de vue idéologique mon idéologie d'extrême droite, pro-blanc ou anti-noir, anti-musulman, anti-arabe, on a été nourri en fait. On a été nourri par tout un tas d'imaginaires véhiculés par la culture, par la publicité, par les statuts dans les espaces publics, etc. Tout un tas de canaux, en fait, qui nous ont amené à faire des associations entre, effectivement, certaines personnes qui, quand elles voient une personne avec une carnation foncée, noire de peau ou marron foncé, brun, vont faire tout de suite des associations comme ça avec le monde animalier, avec le sauvage, positif, négatif, mais avec la banane, etc. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de post-racial, en fait, on arrive dans quelque chose d'abyssal, en fait. Abyssal, de voir de quoi on a hérité et ce qu'on se prive de comprendre et pour démanteler en n'ayant pas, accès à une éducation antiraciste, dès le plus jeune âge, qui permet déjà de ne pas faire ce genre d'association, comme ce dont elle parle, de ne pas se trouver ça drôle, voire même d'être scandalisé et de pouvoir s'identifier aussi. En fait, si ça m'arrivait, ça n'irait pas. Donc pourquoi est-ce que ça ne pose pas de problème quand c'est quelqu'un d'autre ? Et là, elle parle en plus d'une institution publique, ce qui est absolument gravissime et ce qui est confirmé par des chiffres que nous on a, qui montrent que là où ça évolue un petit peu, l'ouverture, par exemple sur le marché de l'emploi, c'est pas dans le public, c'est dans le privé. Donc là, il y a aussi des questions qui se posent. Oui, mais du coup se pose la question du racisme d'État. Est-ce qu'on peut parler vraiment de racisme d'État ? Parce que, évidemment, ici, il y a le racisme dans les structures fédérales, parce qu'Harmonie travaillait effectivement dans un SPF. Mais de façon plus générale, oui, on peut parler de racisme d'État. Le fait qu'on ne reconnaisse pas aujourd'hui qu'il y a ce racisme systémique en Belgique, c'est un vrai problème d'État ? Oui, c'est un problème d'État. Le fait de ne pas prendre ses responsabilités par rapport au passé, c'est-à-dire à un moment donné de pouvoir correctement écrire l'histoire et prendre ses responsabilités d'un point de vue étatique sur ce qui a eu lieu, la violence qui a eu lieu et les nécessités de réparation. Le fait aussi de refuser, la Belgique n'a toujours pas de plan national, interfédéral, antiraciste, donc qui permet de se doter ne serait-ce que d'une définition
Oui, il y a une définition, mais qui est assez vieille et qui est datée, et qui est une espèce de compromis à un moment, en fait. Oui, c'est-à-dire que si on se met... puisque, j'ai un plan antiraciste, ça veut dire qu'on agit dans plusieurs secteurs, dans le milieu de l'emploi, dans le milieu juridique, voilà, à plusieurs niveaux. Donc là, les définitions qu'on a, si on se reste sur un plan juridique, c'est des définitions qui datent des années 80. Donc ce sont des définitions qui sont vraiment le cachet de la fiction post-raciale, c'est-à-dire l'idée que le racisme est une affaire d'individus, d'idéologie essentiellement saisissable à travers l'intentionnalité, à travers la question des extrêmes. On n'a pas du tout la possibilité de pénaliser ou d'intervenir sur tout un tas de manifestations de racisme anti-noir qui ont lieu aujourd'hui et qui permet d'expliquer le peu de recours aux organismes de récolte des plaintes ou le peu de plaintes récoltées mais qui sont portées en justice et qui permettent aussi d'expliquer ce qui ressort en partie en fait de ce témoignage, c'est le sentiment d'impunité. C'était donc Sarah Demar, sociologue à l'ULB et auteure de la fiction post-raciale belge Antiracisme, afrodescendant, féminisme et aspiration décoloniale, publiée aux éditions de l'Université de Bruxelles. Je vous invite à vous plonger dans son livre pour mieux comprendre comment on continue dans la société belge à se voiler la face et à ne pas prendre suffisamment en compte la voix des personnes afrodescendantes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.